Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal du dimanche à la une de l'actualité. 66 ans après son indépendance, le Togo réaffirme son engagement panafricain, une dynamique portée par le président du Conseil fort, Essos Nanya Singbe. Analyse de la vision stratégique du pays face au défi continental dans ce journal. Sécurité au Sahel, le Togo dévoile sa stratégie 2026-2028. Une réunion de haut niveau s'est tenue ce samedi à Lomé pour présenter cette approche intégrée face aux menaces régionales. Quel regard la sous-région porte sur cette stratégie à découvrir dans un instant. Également, dans cette édition, nous ferons un focus sur la campagne de sensibilisation menée par l'association Autisme Togo, Merveille et Mystère pour informer et éduquer la population sur l'autisme dans le but de briser les tabous. Et puis, nous serons à Sibou, dans la préfecture de Doufelgou, pour célébrer Sitou Djandjagour, la fête des moissons. Mais d'abord, cette actualité, le président du Conseil fort, Essos Nanya Singbe, a reçu hier samedi la haute commissaire, le haut commissaire du Canada au Togo. Plusieurs sujets en lien avec la dynamisation des relations de coopération entre le Canada et le Togo étaient au cœur des discussions. Gabriel Aina. Cette audience, Madame le haut commissaire du Canada au Togo est venu échanger avec le président du Conseil de la dynamisation des relations de coopération entre Ottawa et Lomé. Les discussions entre Faure Gnassingbé et Myriam Montrak ont porté sur, entre autres sujets, la diversification économique, la paix et la sécurité. Un moment pour la diplomate canadienne de témoigner la reconnaissance des autorités canadiennes pour les efforts de la diplomatie togolaise pour la sauvegarde et le maintien des liens d'amitié entre le Togo et le Canada. Rencontre avec le président du Conseil hier, le pays, à travers le ministère en charge des Affaires étrangères, a abrité une réunion de haut niveau consacrée à la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Une approche intégrée pour contenir les menaces et renforcer la stabilité sous-régionale. Giovanna Fagbedi, Uri Chameda. Et du taille, à défi majeur, réponse ambitieuse. Lomé déploie les grands moyens pour faire face aux grands maux. La vision est clairement définie dans la nouvelle stratégie 2026-2028 pour le Sahel. Une orientation assumée, portée par une volonté politique affirmée au nom de la stabilité, de la sécurité et de la souveraineté sous-régionale. Cette stratégie s'articule autour de 5 piliers majeurs. Le dialogue politique entre le Togo et l'AES, la promotion du bon voisinage et de la coexistence pacifique, le renforcement de la coopération et l'intégration économique, la lutte contre le terrorisme à travers une politique de défense et de sécurité concertée, et enfin la diplomatie. Ces principes sont une approche globale et intégrée, articulant de manière cohérente les dimensions politiques, sécuritaires, économiques et diplomatiques, la prévention et l'anticipation des risques, le respect des souverainetés nationales, le développement des partenariats diversifiés, pragmatiques et non exclusifs. L'ancrage régional affirmé, ouvert à la coopération régionale et internationale équilibrée. La continuité des échanges et de la coopération indépendamment des dynamiques conjoncturelles dans le respect des intérêts des États et des populations de la région. Un plan stratégique triennal pour fédérer les énergies, consolider la paix et s'adapter aux nouvelles dynamiques géopolitiques. Un impératif pour les États du Sahel, mais également pour ceux du Golfe de Guinée, de plus en plus exposés aux incursions de groupes armés. Les Nations Unies restent déterminées à soutenir toutes les initiatives qui font progresser la paix, la sécurité et la coopération entre les pays de la région. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires régionaux et au-delà pour renforcer le dialogue, construire la confiance et contribuer à une Afrique de l'Ouest et un Sahel plus sûr et plus prospère. L'approche se veut à la fois intégrée et pragmatique. Elle mise sur la prévention, le respect des équilibres locaux, l'ancrage territorial et la diversification des partenariats. À travers cette démarche,
le Togo incarne un choix panafricain impulsé par le président du Conseil, Faure Sozimnania Singbe. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. La nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel n'est pas un simple document d'orientation, mais une main tendue et un cadre de collaboration formelle. La synergie de nos efforts est la condition sine qua non de notre succès commun. Cette stratégie appelle désormais une chose essentielle, une mise en œuvre progressive, concertée, pragmatique et surtout fidèle à l'esprit qui l'a inspiré, celui du président du Conseil, son Excellence Faure Sozimnania Singbe. Lomé se positionne ainsi comme une véritable passerelle entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Désormais, l'Afrique regarde plus loin et dans une même direction pour bâtir une sous-région stable, solidaire et économiquement dynamique. Vous venez de le voir, la stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028 a été lancée. Quelle est la portée de cette stratégie et en quoi est-elle bénéfique pour la sous-région? Élément de réponse dans ce dossier de Giovanna Fangbedi et Uricha Amega. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 territoires, 2,78 millions de kilomètres carrés, plus de 78 millions d'habitants, d'énormes ressources minières. Dans cette zone de la région ouest africaine, la menace terroriste persiste, occasionnant de milliers de morts et des déplacés. Situation face à laquelle le Togo avait déployé une stratégie sur la période de 2021 à 2025 pour y apporter la paix par l'instauration d'un dialogue politique entre les États. 4 ans après sa mise en œuvre, les réalités géopolitiques imposent une réorientation des débats. La nouvelle stratégie triennale 2026-2028 du Togo pour le Sahel y tire tout son sens. Nous avons une appréciation très positive de l'approche qui a milité à l'élaboration de cette stratégie et qui est aussi en lien direct avec le regard porté sur notre espace qui est le Sahel. Le premier mérite de cette stratégie est qu'elle émane d'un pays qui n'a eu de cesse de prôner, mais au plus important, de pratiquer le dialogue avec les pays du Sahel, mais aussi en ne présentant pas seulement nos pays comme des problèmes. Parce que le Sahel aussi, peut-être quelque part, est victime de sa richesse, de ses potentialités, de sa jeunesse, de son espace. Même le Sahel que personne ne voit aujourd'hui regorge de ressources en eau souterraine extrêmement importantes qui, pour les 30-50 prochaines années, vont constituer des richesses immenses, des minerais stratégiques dont regorge cette région. Je tiens particulièrement à exprimer la profonde gratitude des plus hautes autorités nigériennes au président du Conseil de la République togolaise pour sa vision éclairée, illustrée à travers l'élaboration d'une stratégie commune avec le Sahel. Que cette stratégie soit le début d'une nouvelle dynamique. Je dis merci au gouvernement togolais, merci pour votre engagement résolu pour la paix, merci d'avoir pris vos responsabilités, merci de montrer que la solidarité africaine n'est pas un vain mot. C'est depuis septembre 2023 que le contexte a profondément évolué avec la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, confirmant le retrait des 3 pays de la CEDEAO. Une situation qui pose des défis en matière d'intégration régionale, mais face auquel le Togo maintient ses efforts en faveur du rapprochement et du dialogue. Une démarche globalement saluée par plusieurs acteurs de la communauté internationale. La Commission de la CEDEAO accueille cette initiative à bras ouverts, avec une profonde reconnaissance pour le courage et la sagesse qu'il incarne. La souffrance des peuples du Sahel n'est pas leur souffrance seule, c'est la nôtre.
Responsabilité, dialogue et coopération. Un appel lancé, une exhortation envers les uns et les autres pour limiter les conflits et soutenir durablement le Sahel. Parlons du ballet diplomatique tenu hier à la présidence du Conseil. Plusieurs personnalités, représentants d'organisations régionales et internationales et des ambassades ont été reçus par le président du Conseil, Faure Essos Mnangagwa. Au cœur de leur discussion, la stratégie de Lomé pour le Sahel 2026-2028. Tous ont témoigné leur gratitude au Togo pour son engagement à contribuer activement à la stabilisation du Sahel et à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Le compte-rendu de Gabriel Aïda. Parmi les personnalités reçues par le président du Conseil, Faure Essos Mnangagwa, en marge de la stratégie de Lomé pour le Sahel 2026-2028, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, est allé témoigner au président du Conseil la gratitude des Nations Unies pour ses efforts en faveur de la paix et pour la réussite de la réunion de Lomé. Il s'agissait d'une rencontre de courtoisie et pendant laquelle j'ai eu l'opportunité de féliciter le gouvernement pour les initiatives de la promotion de paix et de stabilité dans la région, et notamment l'élaboration et le lancement de cette nouvelle stratégie du pays pour le Sahel. C'est une contribution pour le dialogue, la paix et la stabilité dans la région. Tout comme l'ONU, l'Union européenne, par la voix de son représentant spécial pour le Sahel, s'est aussi félicitée de l'engagement du Togo à contribuer à la stabilisation du Sahel. J'ai eu l'opportunité de féliciter le président du Conseil pour le succès de la réunion de Lomé, qui a été un moment de rassemblement, un moment d'unité. On a constaté une très forte volonté partagée par tout le monde. À la fin de la réunion, je me trouve optimiste. Et je pense que le Togo a prêté un service important. Sentiment de satisfaction et de gratitude également exprimé envers le Togo par l'Alliance des États du Sahel. Pour la délégation des ministres des Affaires étrangères de l'AES, la réunion de Lomé est la confirmation que le Togo, par sa diplomatie, prône une sous-région stable et apaisée. Et il était de bon ton pour nous de venir lui dire toute notre appréciation de cette rencontre. Nous avons naturellement saisi l'opportunité pour transmettre à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, le message de fraternité, de solidarité, d'amitié de ses frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et qui ont tous une appréciation positive des rapports que le Togo entretient avec les pays de la Confédération des États du Sahel. Nous ne parlons pas de fraternité, de solidarité, nous le vivons avec le Togo. Et chaque fois que nous avons cette opportunité, il est important pour nous de le mentionner. La diplomatie africaine n'a pas, elle aussi, manqué de saluer les actions du Togo en faveur de la paix sur le continent. La délégation, composée de représentants de la CEDEAO, de la communauté des États sahélo-sahariens, de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et du Conseil de l'Entente, est visiblement reconnaissante vis-à-vis du Togo. Nous sommes venus pour vraiment remercier Monsieur le Président pour cette belle initiative qui va nous aider à travailler ensemble en tant que la région de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, il y a des cadres institutionnels peut-être différents, mais nous allons continuer à œuvrer pour le peuple de l'Afrique de l'Ouest. La dernière délégation a témoigné sa gratitude au Togo pour son leadership en faveur de la paix sur le continent. C'est bien celle de la société civile africaine et des experts et chercheurs. Une reconnaissance internationale qui conforte Lomé dans son rôle de plateforme de dialogue au moment où le Sahel cherche de nouveaux repères et de nouvelles réponses. Dans quelques jours, le Togo va célébrer ses 66 ans d'indépendance. Depuis son accession à la souveraineté internationale, le pays s'illustre par de nombreuses actions en faveur du panafricanisme. Et dans la logique des actions menées par ses prédécesseurs en matière de panafricanisme, le président du Conseil, Faure Essos Mnangagwa, poursuit cette vision qui s'articule autour de plusieurs axes. Nathalie Baneghe.
Né au XXe siècle dans un contexte de lutte contre la colonisation, le panafricanisme reste aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Entre intégration régionale, coopération et souveraineté, les défis évoluent et les réponses aussi. Au Togo, le président du Conseil Faure Sozom Nanyazingbi porte une vision stratégique pour adapter le panafricanisme aux réalités contemporaines. Cette vision portée lors du 9e congrès panafricain de Lomé en décembre 2025 prône un panafricanisme d'action qui tourne autour de 4 axes. D'abord, c'est de rassembler la grande famille divisée, la grande famille africaine divisée entre Africains et Afro-descendants. Et ça passe par l'initiative de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine, une initiative portée par le Togo devant l'Union africaine et qui déclare la décennie 20, 21, 20, 31, décennie des racines africaines. C'est essentiel parce que c'est un cadre qui permet donc de concerter toutes ces composantes de la grande famille africaine et de mener des activités pour nous rassembler. Et je citerai aussi le 9e congrès panafricain qui a eu lieu à Lomé et qui avait donc pour objectif aussi de nous mobiliser, de nous rassembler, nous retrouver en tant que grande famille pour le second axe que je serais tenté d'énumérer aussi, qui est s'affirmer et s'approprier ton identité. Et l'autre axe fondamental, c'est de pouvoir exiger respect, justice et réparation. Il est temps que les Africains soient donc réparés pour qu'ils puissent avoir un droit égal au développement, un droit égal à la prospérité partagée. Mais l'autre axe, et le dernier, c'est faire en sorte que l'Afrique ne reste pas en périphérie, mais revienne au centre de la gouvernance mondiale. Et c'était d'ailleurs ça, le thème du Congrès, les réformes des institutions multilatérales. Qu'on ne se contente pas d'être des objets sur la scène internationale, mais qu'on soit des sujets, des acteurs capables de participer à la prise de décision. Face à cette vision stratégique du Togo, guidée par le président du Conseil Faure Sozom Nanyazingbi, les autres pays africains, selon les experts, doivent jouer leur partition pour accompagner le processus. Les autres pays font beaucoup, ils en font. Vous avez le Ghana qui est très actif sur la question des réparations, et l'Algérie qui est championne des questions de colonisation, que ça ne soit pas juste l'apanage du Ghana, du Togo ou de l'Algérie, mais que ce soit l'apanage de tout le monde, que tout le monde se mobilise et si les autres ne peuvent pas être leaders, au moins qu'ils soutiennent ceux qui ont le courage de prendre les devants. La deuxième chose, c'est de clarifier nos positions. Et nous avons constaté lors du vote de la résolution sur l'esclavage, l'attitude de certains États où on ne participe pas au vote, mais après on vient, on explique. Mais il faut qu'on clarifie nos positions. Ça permet d'ailleurs de respecter la position de chacun. Ça permet surtout de savoir avec qui on avance et comment on avance. La troisième chose qu'on peut attendre surtout des États, c'est qu'ils se montrent résilients. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça qu'on se fera respecter. Et l'autre chose, c'est de se montrer solidaire. Lorsque quelqu'un tombe, qu'on ne le lâche pas. Les défis du panafricanisme sont aujourd'hui de 4 ordres selon le spécialiste. Le défi d'ordre idéologique, politique, géopolitique et le défi de l'unité ou de la position commune. Depuis les indépendances à ce jour, les figures politiques du Togo ont investi et investissent encore aujourd'hui pour un panafricanisme réussi. Une détermination qui permet aujourd'hui de dire que le Togo est un chantre du panafricanisme. Écoutons Yana Djaïdé, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Il est au micro de Nathalie Banégé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de Togo comme chantre du panafricanisme, ça semble nouveau. Mais il faut rappeler qu'on a une continuité historique en termes d'engagement du Togo par rapport au panafricanisme. Il faut peut-être ce petit rappel, surtout que nous célébrons les indépendances. Déjà aux indépendances, quand vous prenez Sylvanus Olympio,
C'était les chants des Claude de Morovia, les figures emblématiques de l'époque. Et après, on vient au général Eyadema, lui, c'est véritablement le monument du panafricanisme. C'est le monument déjà parce qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté monétaire, comme si c'était nouveau. Mais quand vous écoutez le discours d'Eyadema en 1974, lorsqu'il recevait le président Pompidou, où il parle du CFA, il parle des défis du CFA et de la nécessité pour les Africains de s'approprier. À la création de la CEDEAO, c'est le général Eyadema et un président nigérien. Même l'OUA devenue Union africaine, elle est née où? Elle est née au Togo en juillet 2000, où on a eu le dernier sommet, où les dernières réticences ont été vaincues avec la diplomatie d'Eyadema, où on a pu obtenir que l'Union africaine naîtra. Et c'est par convenance pour l'engagement personnel du guide de la Révolution qu'on a proclamé la naissance de l'UIA à Sirte. Et quand on parle de médiation, c'est le père de la médiation en Afrique. Il était là lors de la guerre de Biafra, il était là au Tchad. Quand on parle de la guerre civile au Libéria et en Sierra Leone, on a vu défiler les Fodé Sanko, les Taylor, les Asman Kamba. Tous ces leaders sont venus ici chercher la paix. Même en Côte d'Ivoire, on se rappelle encore de la phrase du général Eyadema, il faut laisser les Africains régler les problèmes africains. C'est les valeurs cardinales du panafricanisme, où on veut que l'Afrique décide pour les questions africaines. Et on vient même au président Faure, qui a un style plus discret, mais très déterminé. Et il faut aller déjà en novembre 2011, lors des assemblées parlementaires ACP-UE, où il a eu un discours anthologique sur la nécessité de respecter nos souverainetés, de nous considérer comme des majeurs qui peuvent décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et après, on va voir aussi l'audace et le courage qui lui a permis d'éviter à notre région, à un tournant majeur de son histoire, d'éviter le chaos. Il fallait des convictions fortes et il fallait de la détermination pour le faire. Surtout que les grands pays de la région, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire étaient pour une certaine position. Il fallait être fort de ses convictions pour résister, permettre à notre sous-région de vivre avec la paix et la stabilité qu'on le connaît aujourd'hui. Le ministère de la Justice et des Droits humains, toujours dans le cadre de l'indépendance, sillonne le pays. À Sokodé, la délégation a échangé avec les élèves du lycée Kpangalam. Au cœur des discussions, le respect du drapeau et des couleurs nationales, symbole de la souveraineté. Désiré à l'œil, reportage. Au lycée de Kpangalam à Sokodé, ce n'est pas un simple morceau d'étoffe qui attire l'attention des élèves, mais un symbole chargé d'histoire, de valeurs et d'identité. Sous les couleurs nationales, une leçon de citoyenneté. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme y a initié une action de sensibilisation visant à raviver la fibre patriotique chez les jeunes. À travers cette démarche, il impulse une nouvelle dynamique en faveur de la fierté citoyenne, de l'unité nationale et du respect des symboles de l'État. Face aux élèves, le message est on ne peut plus clair. Apprendre à honorer le drapeau, c'est aussi apprendre à aimer et à servir la nation. On a remarqué de manière générale qu'il y a un recul de valeurs patriotiques et notamment vis-à-vis du respect de nos emblèmes. Et le phénomène prend de l'ampleur en milieu scolaire et universitaire. Alors il fallait aller vers ces jeunes-là qui sont la relève de demain pour leur expliquer le sens des couleurs nationales, les valeurs qu'elles véhiculent, afin que ça leur permette de comprendre que ce n'est pas un simple tissu, le drapeau, mais c'est un symbole puissant de souveraineté, d'unité nationale, un symbole puissant de civisme, un symbole puissant de notre identité historique et culturelle. Bien plus qu'un symbole, le drapeau togolais rappelle à chaque citoyen son appartenance à une même communauté de destin, fondée sur les valeurs de respect, de solidarité et d'engagement.
Cette sensibilisation pour moi est une source de connaissance. Respecter les couleurs nationales est un devoir parce que cela représente notre nation et le sacrifice que nos aïeux ont mené pour notre liberté aujourd'hui. À travers cette initiative, le ministère entend contribuer activement à la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. L'objectif est de former une jeunesse consciente, responsable et profondément attachée aux principes républicains. J'aimerais dire merci au ministère. À partir de ce que j'ai appris ici, je pense aussi aller sensibiliser mes pairs par rapport aux valeurs du drapeau togolais. Le drapeau togolais représente nous tous. Renforcer la culture du respect des couleurs nationales et des autres symboles de l'État s'impose ainsi comme une priorité. Nous restons avec Désiré Aloy pour parler cette fois des nouveaux gendarmes affectés dans la région centrale. Ils ont prêté serment de remplir avec loyauté leur tâche, celle d'assurer la sécurité publique, l'ordre et le respect des lois. Suivez. 468 nouveaux gendarmes de la classe 2024 affectés dans la région centrale prêtent serment face au juge du siège. Président de la séance, ils prennent l'engagement de bien remplir leur cahier de charges en exerçant dans le respect de la loi. Tous ont prononcé la formule consacrée au serment. Un engagement solennel qui témoigne de leur ferme détermination à remplir avec loyauté leur mission, servir dans la discipline. Cette journée est une journée solennelle pour nous. Elle constitue le début de notre carrière à la gendarmerie nationale. Nous sommes très contents et nous promettons travailler dans le respect strict du serment. Nous sommes fiers. Nous allons travailler à relever le défi sécuritaire sur le terrain qui est notre mission principale, en respectant les consignes de notre hiérarchie. Le serment reçu, le juge président de la séance les renvoie à leur mission républicaine. N'oubliez jamais que vous exercez une force légitime, une contrainte, une perquisition, une garde à vue, une saisie. Ce sont des atteintes à des libertés individuelles. La loi vous les autorise, mais elles doivent toujours être nécessaires, proportionnées et motivées. C'est ce qui vous distingue de l'arbitraire. Gardez l'humanité. Derrière chaque procédure que vous connaîtrez, il y a des personnes, des victimes, des mises en cause et leurs familles. À cet effet, un mot, une explication claire, ça change le rapport que le citoyen peut avoir avec l'institution que vous incarnez. Cela veut dire que la rigueur n'empêche pas le respect. Le tribunal compte également sur vous. Ces 468 récipiendaires ont passé 6 mois de formation au Centre national d'instruction Seni Dekara et 9 mois à l'école de la gendarmerie de Baguida. Ils ouvrent une page de leur histoire en affrontant la réalité du terrain, œuvrant ainsi au renforcement quotidien de la couverture sécuritaire. Parlons maintenant de l'autisme. Le mois d'avril est dédié à la sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, l'association Autisme Togo Merveille et Mystère a organisé plusieurs activités, dont une journée de sensibilisation pour informer sur les troubles du spectre autistique. L'enjeu, démystifier ce handicap qui touche de nombreuses personnes. La rencontre avec Nicole Attila. Changer le regard de la population sur l'autisme. Réduire la stigmatisation des personnes vivant avec ce trouble et favoriser leur inclusion. C'est tout le sens de cette rencontre de sensibilisation qui a réuni élèves et acteurs engagés dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes autistes. Nous avons pris l'initiative de faire des campagnes de sensibilisation pour que tout le monde puisse comprendre que c'est normal d'avoir un enfant autiste. Ce n'est pas un sort, ce n'est pas une malédiction. Si on arrive à détecter très tôt le handicap et qu'on l'accompagne, c'est des enfants qui se développent et qui ont de l'intelligence, même mieux que les enfants ordinaires. Moment fort de ce rendez-vous, le panel d'échange. Un espace d'expression franc et constructif, ponctué de témoignages. Psychologues, éducateurs spécialisés, orthophonistes et parents d'enfants autistes ont tour à tour contribué à démystifier et à dédramatiser ce trouble. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont des enfants différents, autistes, mais l'environnement ne permet pas que ces enfants puissent
être mis à découvert parce que les gens pensent que c'est à cause d'une infidélité des parents. Dans ce panel, nous avons essentiellement eu à échanger et nous avons compris qu'aujourd'hui, nous devons dépasser ce tabou-là pour pouvoir aller de l'avant et donner place donc à l'inclusion. Pour les participants, le message est bien passé. Une meilleure compréhension de l'autisme semble désormais acquise, ouvrant la voie à un changement de mentalité. J'ai retenu de cette sensibilisation que l'autisme, ce n'est pas une maladie, mais c'est un trouble qui atteint certains enfants dans le monde. Donc on ne doit pas les exclure, mais on doit les inclure progressivement. Et cette sensibilisation nous a aussi formés et nous pouvons sensibiliser notre entourage. Avant, je pensais que les autistes ne sont pas normaux. Mais aujourd'hui, la sensibilisation m'a appris que nous devons les accepter comme ils sont. Reste désormais à transformer ces échanges en actions concrètes afin de bâtir un environnement inclusif où chaque personne, quelle que soit sa différence, trouve pleinement sa place. Vivre avec un enfant autiste, c'est souvent faire face à l'incompréhension, au manque d'accompagnement et à de nombreux défis au quotidien. Quels sont les facteurs à l'origine de ce trouble et comment se manifeste-t-il? Étienne Douavou, Nicolas Tila. Vous jouez ensemble, non? Oui. Quel jeu? Avec Koboyo, Stella, Godwin. À l'instar de Kenneth, nombreux sont les enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Souvent méconnu, ce trouble d'origine neurologique affecte la communication, les interactions sociales et les comportements. Si vous prenez communication par exemple, habituellement on le remarque après 2 ans. Mais ceux qui sont bien outillés peuvent l'avoir déjà avant les 2 ans. Vous avez cet enfant qui est en train de téter mais qui ne regarde pas dans les yeux de sa mère. Vous vous amusez avec lui et il ne répond pratiquement pas. Et ce langage, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi le langage corporel. Pour faire des au revoir par la main, il ne peut pas l'acquérir. Il est habitué à un cadre unique. Ça veut dire qu'il faut rien déplacer dans le cadre. Sur le plan rationnel, il ne connaît pas les limites. Il n'y a pas de codes sociaux pour lui. Pour Ayele, mère de 2 enfants autistes, chaque jour est un véritable parcours du combattant. À la maison, j'avoue que c'est très difficile. Ils sont très agités, ils cassent tout, ils n'obéissent pas et leur comportement est difficile à cerner. Mais avec de l'écoute, de la patience, on a appris à les comprendre. J'ai essayé de les inscrire à l'école. Le premier, il a pu s'intégrer difficilement, mais le deuxième, il n'a pas pu évoluer. Il s'est arrêté au CP1. Quand c'est léger, l'enfant va aller à l'école normalement. Seulement, c'est sur le plan relationnel que les gens vont se plaindre de son comportement. Mais le travail qu'on lui donne, il le fait concrètement très bien. Donc c'est sur le plan relationnel qu'on remarque. Maintenant, sur le moyen, il va aller à l'école, mais avec quelques difficultés, on l'assiste. Mais quand c'est sévère, il faut vraiment l'assister. Cause, vraiment, nous n'avons pas. Ce que nous disons, c'est qu'il y a quand même des facteurs multifactoriels. Et nous incriminons beaucoup 3 facteurs. Il y a le facteur environnemental. Il y a aussi un côté génétique de la chose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un enfant sur 127 dans le monde est affecté par les troubles du spectre de l'autisme. Au Togo, les estimations font état d'un enfant sur 44, soit environ 2000 enfants sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà des regards sociaux, l'autisme est un enjeu majeur de santé publique. La rue. Une autre réalité de milliers d'enfants que l'on nomme enfants de rue. Une vie imposée par le manque de soutien. Beaucoup n'y arrivent pas. Jérôme, lui, s'en est sorti grâce à une bonne volonté. Il dirige aujourd'hui son atelier d'électromécanique. Portrait signé Pauline Nagnon, Étienne Douavou et Jovan Afangoudi. Il y a quelques années, Jérôme Afanli était l'un de ces enfants en situation de rue. À peine entré dans l'adolescence, il se retrouve à la rue après la perte de ses parents. Depuis mon enfance, j'ai perdu mes 2 parents. Après, je suis resté chez mon grand-papa. Et c'était difficile avec lui. Et ma tante m'a accompagné vers ONG Ange. Mais son histoire va prendre un autre tournant. Grâce à un accompagnement et surtout à sa détermination, il entame un processus de réinsertion.
Aujourd'hui, Jérôme a repris sa vie en main. Par le travail et sa résilience, il est désormais à la tête de son atelier d'électromécanique. À la fin de mon apprentissage, notre patron, il est décédé. Donc après son décès, on a négocié avec sa famille et je suis dans l'atelier avec mon second. Puis je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Un parcours qui illustre qu'une autre issue est possible. Comme tel, beaucoup de structures d'accompagnement œuvrent dans l'ombre pour offrir une seconde chance à ces jeunes. Des enfants qui ont bien réussi, certains sont installés dans leur propre compte aujourd'hui, développent leur propre activité, arrivent à former leur famille, à gérer leur entreprise. Plusieurs sont aussi au niveau de la diaspora. Plus de 3000 qui sont réinsérés dans le système social et on est fiers de le dire. Chaque année, nous arrivons à scolariser plus de 800 et au moins une quarantaine toujours en formation professionnelle, mais dans les métiers porteurs. Mais la réalité reste préoccupante. Le phénomène persiste, nourri par la pauvreté, les ruptures familiales et le manque de repères. C'est des enfants qu'on doit nourrir matin, midi, soir et véritablement la prise en charge, c'est une grande difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que les recherches de parents et de parties civiles sont très difficiles. Face à ces défis, les initiatives se multiplient, portées par l'État et des organisations de la société civile. Un combat de longue haleine où chaque réussite, comme celle de Jérôme, reste un signal d'espoir. Un exemple donc à suivre. Le système des Nations Unies au Togo a inauguré son bureau conjoint pour la région des Savanes à Dapaon et lancé par la même occasion un projet d'appui à la prévention des conflits dans la région. Cette cérémonie marque une étape importante dans le renforcement du partenariat entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies face aux défis sécuritaires et socio-économiques qui affectent la région des Savanes. Yata Aratem nous en dit plus. Le drapeau des Nations Unies flotte désormais dans la région des Savanes. Une présence renforcée avec 6 agences, l'UNFPA, le PNUD, le PAM, le HCR, l'OIM et l'UNICEF, et une équipe de 36 membres pour une meilleure coordination et efficacité des interventions. En regroupant plusieurs agences des Nations Unies au sein d'un même espace opérationnel situé au quartier Nassablé à Dapaon, le système des Nations Unies vise à améliorer la coordination interagences, la réactivité des interventions et le renforcement de son appui aux efforts du gouvernement togolais en matière de prévention des conflits, de résilience communautaire et de développement durable dans une approche intégrée du nexus humanitaire, paix, développement. Ce bureau sera un espace de dialogue, de coordination et de solutions au service du gouvernement et des populations. Nous saluons, au nom de toute l'équipe des Nations Unies ici au Togo et au-delà, le leadership du gouvernement togolais, qui a fait le choix d'une approche globale, combinant protection des populations, résilience communautaire et prévention de l'extrémisme violent. Tout cela en adoptant une politique sans camp. À cette inauguration, le système des Nations Unies a également procédé au lancement du projet conjoint Prévention des violences pour une gestion inclusive des ressources naturelles et la promotion de la sécurité communautaire, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général. Le projet sera mis en œuvre dans les préfectures de Tone, Sinkansé, Oti, Oti Sud, Tandjouaré, Bendial et Bendial Ouest et exécuté par le PURS, le CIPLEV, le REFED et WANEP. À travers cette double initiative, les Nations Unies réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement togolais pour consolider la cohésion sociale, renforcer la sécurité communautaire et promouvoir une stabilité durable dans la région des Savanes. Le Togo a privilégié l'intégration communautaire de plus de 50 000 réfugiés en mettant la dignité, la solidarité, la cohésion sociale au cœur de sa réponse. Cette politique, au quotidien, par les populations locales, constitue un exemple pour toute la région.
Par ailleurs, en maintenant ouverts les corridors logistiques et en facilitant le commerce transfrontalier avec les pays du Sahel, particulièrement le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Togo contribue non seulement à la résilience économique nationale, mais aussi au dialogue et à la stabilité sous-régionale. L'inauguration du bureau conjoint et le lancement du projet traduisent une vision partagée d'une réponse coordonnée inclusive afin de contribuer durablement à la paix, à la résilience et au développement du Togo. Notre pays, convaincu que la stabilité de chacun dépend de celle de tous, continuera sous le leadership éclairé du président du Conseil à promouvoir le dialogue et les réponses concertées. Fidèle à son engagement dans la lutte contre le changement climatique, les membres du système des Nations Unies et les autorités ont mis en terre des plans. Le pape Léon XIV a présidé ce dimanche une messe en plein air en Angola. Il a encouragé les Angolais à surmonter les divisions et à lutter contre la corruption pour construire un avenir de paix. Suivez. En ce troisième dimanche de Pâques, le Seigneur nous a parlé à travers l'Évangile des disciples d'Emmaüs. Frères et sœurs, je vois dans cette scène d'ouverture de l'Évangile le reflet de l'histoire de l'Angola, de ce pays magnifique et meurtri, qui a soif et faim d'espoir, de paix et de fraternité. Quand on est plongé depuis longtemps dans une histoire ainsi marquée par la douleur, on court le risque des deux disciples d'Emmaüs. Le risque de perdre l'espoir et de rester paralysé par le découragement. Tandis que nous parcourons le chemin de la souffrance et de l'amertume. Ouvrons nos yeux afin que nous puissions reconnaître son œuvre et en nous accordant la grâce de recommencer et de reconstruire l'avenir. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Cet après-midi, le pape se rend au sanctuaire Notre-Dame de Mushima pour y prier le chapelet. Mama Mushima n'est pas seulement un sanctuaire marial populaire, c'est le cœur battant de la foi en Angola. C'est aussi la première fois qu'un pape s'y rend. Léon XIV prendra l'hélicoptère pour parcourir les 130 km depuis la capitale angolaise. Comme chaque dimanche, elle partage ce plateau avec nous. Victoire Kaliwa, bonjour. Bonjour Gisèle. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Ça va également. Super. Alors, vu sur le net d'aujourd'hui, nous partons tout de suite en Floride. Une conductrice de bus met la vie de 29 enfants en danger en refusant de s'arrêter à un passage à niveau.
C'est tout simplement irresponsable de sa part, Gisèle, car un tel comportement va à l'encontre des règles élémentaires de sécurité routière et aurait pu provoquer justement une tragédie. Regardez. Conductrice d'un bus scolaire a franchi cette voie ferrée après déclenchement du signal d'avertissement. Sur ces images, on entend le son du train frôler le bus. À son bord, 30 passagers, dont 29 enfants et un adulte. Par miracle, personne n'a été blessé. Une vidéo publiée sur TikTok montre ce qu'ont vécu les enfants de l'intérieur. Le train passe à toute vitesse et heurte l'arrière du bus. La conductrice Yvonne Hampton, 67 ans, qui travaillait pourtant pour le district scolaire de Sumter depuis 2015, aurait déclaré aux passagers « Je ne m'arrêterai pas pour un train » avant de traverser le passage à niveau, une situation qui aurait pu être bien plus dramatique. Yvonne Hampton a été licenciée le jour même de l'accident. Elle a été arrêtée pour conduite imprudente et accusée de 29 chefs de négligence envers des enfants. Elle est ressortie libre contre une caution de 30 000 $. Heureusement, plus de peur que de mal. Alors, en Californie, un homme incendie l'entrepôt où il travaille, causant une énorme perte. Naturellement, Gisèle a été considéré comme criminel car il a volontairement incendié l'entrepôt en filmant d'ailleurs comme pour se faire justice. Suivez. Un employé incendie l'entrepôt où il travaille. Un homme se filme en train de mettre le feu à des stocks de papier toilette. Complètement ravagé par les flammes, le toit de l'entrepôt de plus de 100 000 m² s'est effondré, détruisant tous les produits à l'intérieur. La vingtaine d'employés présents ont pu s'échapper et aucun blessé n'est à déplorer. Mais les pompiers ont lutté pendant des heures pour éteindre le brasier. Et cette personne, c'est Chamel Abdul Karim, auteur de la vidéo postée sur les réseaux sociaux, qu'il a supprimée depuis. Un geste de colère et de désespoir pour dénoncer des salaires trop bas. L'homme de 29 ans qui travaillait pour un prestataire logistique tiers a été arrêté et placé en garde à vue. Un acte très ignoble qui aurait pu coûter la vie aux autres employés. Effectivement. Alors, en Grèce, une église penchée suscite la curiosité des touristes. Exactement, Gisèle, cette église penchée n'est rien d'autre qu'un joyau insolite de la Grèce, né d'un glissement de terrain qui attire chaque année des foules de visiteurs. Je vous laisse admirer. Une église que je vous invite à visiter très prochainement. Avec plaisir. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, Gisèle. Alors, merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain. Avec le même plaisir. Au Togo, l'entrepreneuriat confirme sa vitalité. Au premier trimestre de l'année, 4 357 nouvelles entreprises ont été enregistrées, un chiffre en hausse qui témoigne de l'engouement des Togolais pour l'initiative privée et des réformes engagées pour faciliter la création d'entreprises pour une meilleure contribution à l'économie nationale. Eliagba Nyandao. Dans la rue de Lomé, comme dans les autres villes du pays, l'esprit entrepreneurial est bien visible. Jeunes diplômés, femmes artisans ou encore innovateurs du numérique se lancent de plus en plus dans la création d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, créer son entreprise est devenu plus simple. Et c'est grâce aux différents mécanismes mis en place par le gouvernement togolais qui visent à encourager et accompagner les porteurs de projets et entrepreneurs. Au premier trimestre de cette année, 4 357 entreprises ont été officiellement enregistrées contre 4 262 à la même période en 2025. Une progression portée notamment par la simplification des procédures administratives et la digitalisation des services. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de créer son entreprise. Déjà en 24 heures, avec le centre de formalité des entreprises, vous pouvez créer votre entreprise, avoir la carte de créateur d'entreprise, vous avez le numéro de la Caisse nationale, vous avez le NIF, le RCCM. Et donc moi je vois que maintenant c'est beaucoup plus facile d'avoir sa société. Et aussi avec la digitalisation, nous avons la possibilité de créer son entreprise en ligne. Il s'agit d'une dynamique qui s'applique par les différents programmes d'accompagnement et de financement en faveur des très petites et moyennes entreprises. Des initiatives qui renforcent les capacités des entrepreneurs et favorisent leur insertion dans le tissu économique.
beaucoup de courage à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat parce que entreprendre n'est pas facile. Et ceux qui veulent rentrer, c'est le lieu de s'y mettre parce que pour développer notre économie, il faut créer des entreprises et que c'est le secteur privé qui booste l'économie nationale. Donc, encourager beaucoup de monde à se mettre dans l'entrepreneuriat. Et aussi, au niveau de l'État, je dirais qu'il faut beaucoup plus renforcer la capacité des entrepreneurs au niveau managérial, le marketing digital, aussi former les entrepreneurs dans aux techniques de production pour avoir des produits de qualité et se positionner sur le marché régional et international. Actuellement, on est en voie d'agrandir notre société, augmenter notre capacité de production. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 12 employés permanents et nous sommes à une trentaine de temporaires. Quand l'agrandissement se fera, nous aurions à encore embaucher. Le Togo reste engagé à faire du secteur privé un moteur de croissance, un signal positif pour l'économie nationale et pour les jeunes en quête d'opportunités. Déperdiction scolaire et filières scientifiques au cœur d'une sensibilisation à Atapamé. La direction de l'enseignement secondaire général sillonne les préfectures pour alerter. Les détails avec Sylvain Aboudou. La déperdition scolaire constitue aujourd'hui un phénomène préoccupant qui affecte considérablement le secteur éducatif. Elle est liée à plusieurs facteurs, notamment le manque de suivi et de responsabilité, les grossesses et mariages précoces, ainsi que la délinquance juvénile. Autant de fléaux qui entraînent une sortie précoce de nombreux jeunes du système éducatif. Parents, enseignants et élèves se sont réunis pour en discuter dans le but d'identifier les causes profondes du problème et d'explorer des pistes de solutions adaptées. Nous constatons aujourd'hui que nos chiffres diminuent dus aux abandons. Alors il va falloir qu'on prenne conscience, discuter avec la communauté pour encore revoir les causes et essayer d'améliorer les stratégies pour pouvoir résorber ce fléau. Maintenant, une fois qu'on s'assure du règlement de cette cause concernant la déperdition scolaire, il faut permettre aux élèves inscrits d'avoir l'assurance de pouvoir apporter quelque chose à la société. L'initiative émane du président du Conseil en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Elle vise non seulement à susciter des échanges avec la communauté éducative sur la question de l'abandon scolaire, mais aussi à sensibiliser sur l'importance des filières scientifiques et techniques. À terme, encourager davantage les jeunes à s'orienter vers ces filières jugées essentielles pour soutenir le développement économique et social du pays. Il va falloir qu'on augmente et optimise nos compétences scientifiques et technologiques. Donc, nous sommes venus parler de la communauté sur l'enjeu d'orienter davantage nos élèves vers les filières scientifiques et technologiques. Donc, nous sommes venus discuter des stratégies déjà mises en œuvre, des limites de ces stratégies et essayer de leur parler des projets en cours pour que, une fois venu, que personne ne soit surpris, surtout les acteurs, que sont les apprenants, pouvoir rentrer, comme nous le disons dans notre jargon, dans la danse, et afin d'assurer vraiment le meilleur de nos apprenants. Le message est porté par la direction de l'enseignement secondaire général. Cette structure a sillonné toutes les préfectures de la région des Plateaux dans la perspective de toucher l'ensemble des acteurs concernés, d'analyser en profondeur la problématique et d'envisager des solutions durables. À Sioux, les natifs ont célébré Sintou Djandjagou, la fête préfectorale de Doufelgou, édition 2026. Et cette fête des moissons autorise les funérailles des personnes âgées. Un reportage sur place de Nestor Mouzo. La préfecture de Doufelgou, au son de tam-tam et des corps, les populations du Mont Blanc célèbrent leur fête annuelle, Sintou Djandjagou.
Événement culturel par excellence, Sinthiou Jandiagou constitue le ferment qui lie les Lamba et Naodéba. Sinthiou Jandiagou est une occasion de convivialité et de joie. L'apothéose de cette fête, qui se célèbre de façon rotative entre les cantons de la préfecture, s'est déroulée cette année à Sioux. Sinthiou Jandiagou est une manifestation de redevabilité envers Dieu et les membres des ancêtres Lamba et Naodéba. Les populations leur disent merci à travers chants et danses pour les moissons abondantes de la saison agricole écoulée. Nous sommes à une manifestation culturelle, mais aussi un événement majeur dans la vie des peuples de Doufelgou pour dire en début du mois d'avril, merci à Dieu pour tout ce que nous avons eu. Nous voulons rendre hommage à nos ancêtres qui ne nous oublient pas et qui appuient toutes nos cultures, qui nous permettent de nous nourrir toute l'année. Les fils et filles de Doufelgou sont enracinés par leurs pieds dans leurs traditions. Des traditions solidaires, des traditions engagées pour la construction de notre pays. Comme lors des précédentes éditions, les peuples Akosso Akebou font partie des invités d'honneur. Lamba, Naodéba et Akosso Akebou ont une chose en commun. Ces peuples pratiquent la culture du fonio. Le fonio, culture emblématique de nos régions, constitue un véritable vecteur d'intégration et de coopération entre nos communautés. Les échanges relatifs à sa production, à ses techniques culturelles et à ses modes de transformation témoignent à suffisance cette dynamique collective. C'est pourquoi nous voudrons ainsi réitérer nos félicitations et admirations aux producteurs pour leurs efforts soutenus dans cette filière exigeante, ainsi que les initiatives de modernisation. Sinthiou Jandiagou apparaît comme un rendez-vous d'affirmation de soi et de ressourcement, ce qui se traduit par la prestation des différents groupes folkloriques. Le représentant du président du Conseil à cette fête a félicité les peuples Lamba et Naodéba pour la pérennisation de ces retrouvailles qui consolident leurs liens de fraternité et qui valorisent leur culture. Sinthiou Jandiagou est cet instant sacré où le peuple de Doufelgou marque une pause pour rendre grâce au Tout-Puissant et aux mânes de nos ancêtres. C'est le moment de les remercier pour l'abondance de la saison culturelle et d'implorer leur bénédiction pour la nouvelle saison qui s'annonce, afin que la terre continue de nourrir leurs enfants. Cette pause qui s'impose permet à chaque composante de la préfecture de jeter un regard rétrospectif sur le travail accompli, d'évaluer les défis relevés et d'en tirer les enseignements nécessaires pour bâtir un avenir plus prospère. Vaillante population de Doufelgou, le thème choisi pour cette édition, tradition solidaire, communauté mobilisée pour la paix, la sécurité et le développement, est d'une pertinence absolue. Il résonne avec l'actualité de notre sous-région et confirme que vous avez compris que sans la paix, aucun progrès durable n'est possible. Le représentant du président du Conseil a aussi salué l'ambition des fils et filles du milieu qui œuvrent pour que Doufelgou ne soit pas seulement une étape de passage, mais une destination d'excellence. Selon lui, en mettant en lumière leurs sites naturels et leur expression culturelle, ils contribuent directement à la stratégie nationale de promotion du tourisme, faisant de leur diversité culturelle une richesse économique tangible pour les communautés locales.
Et le Fonio, ce mets du terroir, sera justement valorisé au centre des expositions et foires Togo 2000 dans les jours à venir. Et c'est à travers le festival interrégional sur le Fonio, Festifonio. L'événement présenté à la presse entend rassembler les acteurs de la filière et stimuler la consommation locale. Un reportage de Nicolas Tila. Du 23 au 25 avril prochain, le Fonio sera à l'honneur au centre des expositions et foires Togo 2000. Il s'agit de la toute première édition du festival interrégional sur le Fonio, dénommé Festifonio. L'annonce a été faite lors de cette conférence de presse. Le Fonio n'est reconnu que dans quelques régions. Et c'est seulement les personnes qui sont proches de ces gens, qui venant de ces régions, qui connaissent un peu le Fonio. Maintenant, comment faire sortir le Fonio de ces régions vers les autres régions, c'était notre but par rapport à ce festival. Et aussi voir ceux qui peuvent nous accompagner pour pouvoir revaloriser ce produit-là. Ce festival vise à promouvoir et valoriser le fonio, une céréale aux multiples vertus. Il ambitionne également de renforcer sa chaîne de valeur, d'encourager la consommation locale et de contribuer à la souveraineté alimentaire. Durant ces 3 jours, il y a beaucoup d'activités, des conférences, des panels, des démonstrations culinaires, des expositions et des soirées culturelles. Le conseil interprofessionnel du Fonio, qui a pris cette initiative, et Inades Formation l'a accueilli, a appuyé, et avec des partenaires comme DEP Sarl. Inades Formation co-organise ce festival-là, et ce choix répond au travail que nous faisons depuis 10 ans sur la promotion du Fonio au Togo. Pour nous, c'est une occasion de mettre les différents acteurs ensemble et de réfléchir sur les défis également qu'il faut relever pour faire avancer cette filière-là. Festifonio se veut ainsi un cadre d'échange et de rencontres entre investisseurs, producteurs, transformateurs et consommateurs, entre autres. Rendez-vous donc les 23, 24 et 25 avril au CETEF Togo 2000 pour découvrir, déguster et apprécier cette richesse locale. Clap de fin pour le FIFTO 2026. La 9e édition du Festival international du film du Togo s'est achevée. 5 jours dédiés au 7e art africain avec des œuvres ancrées dans les réalités du continent. Les prix ont été remis en clôture. Marie-Reine Abeta plutôt et Victoire Kaliwa nous en disent plus. À l'unisson, l'Alléluia résonne à la clôture de la 9e édition du Festival international du film du Togo FIFTO. Comme pour dire, le cinéma togolais a de l'espoir et un bel avenir. Après 5 jours de projection, des réflexions et de rencontres professionnelles, la 9e édition du FIFTO se referme dans une atmosphère de célébration et de promesses pour l'avenir du cinéma africain. La programmation s'est distinguée par sa diversité et sa densité. Les masterclass ont constitué des espaces de partage d'expériences entre professionnels confirmés et jeunes talents. La table ronde inaugurale a offert un cadre de réflexion approfondie autour du thème de l'édition. Elle a contribué à nourrir des débats sur les enjeux du cinéma africain en langue locale et récits du quotidien. La journée du pays invité d'honneur a, quant à elle, renforcé la dimension diplomatique et culturelle du festival. Des suites de la compétition officielle, les lauréats ont été primés pour leurs efforts en matière de production du cinéma africain. Recevoir ce prix aujourd'hui me fait plaisir. Ça me dit qu'on a fait le bon choix de faire des films à nos propres frais, de pouvoir commencer des choses sans attendre. On ne peut qu'être heureux. Vraiment, je dis un grand merci au FIFTO d'avoir cru en ce film et l'avoir sélectionné. Merci à mon pays, le Burkina Faso, qui en grande partie a permis à ce film de voir le jour. Nous avons assisté à ce festival avec un cœur rempli de joie par rapport à ce que nous avons trouvé et l'échange qui a été fait au niveau donc, du cinéma togolais et du cinéma sénégalais.
Certes, nous avons apporté, mais nous avons beaucoup appris. Le FIFTO 2026 s'achève sur des promesses et s'affirme comme un tremplin pour le cinéma togolais. Notre pays a vibré du cinéma, cet art universel qui permet de raconter le monde, mais surtout de raconter nos propres histoires avec nos mots, nos sensibilités et nos identités. Le choix du thème traduit une conviction profonde. La langue est l'âme d'un peuple et raconter nos réalités dans nos langues locales, c'est affirmer notre identité, préserver notre mémoire et transmettre notre héritage culturel aux générations futures. Avec une participation notable du public et un engouement croissant autour des projections, le festival confirme son ancrage dans le paysage culturel togolais. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition avec l'ambition de hisser encore plus haut les couleurs du cinéma africain sur la scène internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision togolaise. Découvrez la télévision togolaise TVT sur toutes vos plateformes préférées. Rejoignez-nous sur